Elle pourrait s'appeler Émilienne. Elle aurait 17 ans, en 1952. Elle aurait fugué, 48 heures, seulement pour être avec son amoureux. Moi, je voulais seulement qu'on soit ensemble. Le samedi 12 juillet 1952, la jeune Émilienne, 17 ans, aurait terminé sa journée de travail à l'usine Pernod à Créteil et se serait enfuie avec le dénommé Jean, 20 ans. Ses parents seraient immédiatement allés voir le juge pour déclarer sa fugue. Notez, monsieur le juge, c'est pas un garçon sérieux pour notre fille, il a une Vespa. Et il a changé 3 fois d'employeur. Elle ne serait rentrée au domicile familial que dans la nuit du 14 juillet, après le bal, et avec la ferme intention de se marier. Je voulais seulement qu'on soit ensemble. Mise en observation de 3 mois, au refuge de Chevilly-Larue. Expertise médicale. Docteur Paul Lemoal, 1952. La manifestation des fugues est cyclique. Elles sont en effet liées au cycle menstruel et particulièrement aux poussées d'hyperfolliculinémie, surtout prémenstruelle. Aussi, ces fugues endocriniennes ont-elles toujours un caractère érotique marqué. Examen vaginal réalisé. Prélèvement vulvaire et sérologie négatif. Qu'on soit ensemble, juste quelques jours, avant qu'on se marie. On va se marier. Médication adaptée pour atténuer l'effet des troubles endocriniens. Éducation morale sous forme d'une claustration. Lettre trouvée sur Émilienne. Je m'ennuie beaucoup. Je lis, je dessine, j'écris. La mère supérieure vient me voir souvent pour jouer au jeu de chevaux. Les journées passent comme ça. Émilienne aurait trompé la surveillance des monitrices. Elle se serait évadée. Elle sera arrêtée au petit matin. Ordonnance de placement de 3 jours à la prison de Fresnes. Émilienne est extrêmement rusée. Et il est difficile de lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, il nous paraît cependant nécessaire de la placer en internat contre l'acquis de 17 années aussi systématiquement employé à un gâchis. C'est à ce titre qu'un placement en centre de rééducation très strict nous paraîtrait souhaitable. Moi, je voulais seulement qu'on soit ensemble. Prescription d'un internement de 3 ans au Bon Pasteur d'Angers. Qu'on soit ensemble, quoi. Au vu de sa situation nouvelle, la jeune Émilienne ne sera pas détenue au Bon Pasteur, l'institution ne pouvant accepter les jeunes filles corrompues. Devant l'imminence d'un déshonneur, ses parents consentiront au mariage. Elle sera confiée à son mari. Toute la vie. Je m'appelle Émilienne, j'ai 17 ans, et je voulais seulement qu'on soit ensemble. Ce qui est vraiment bouleversant en ce qui concerne Émilienne, c'est le poids terrible de l'institution. C'est vraiment un destin qui risque d'être brisé par cette décision institutionnelle. Les mineurs, normalement, à partir de 1832, ne peuvent pas être incarcérés pour vagabondage. On va quand même le faire grâce à un article qui est l'article 66 du Code pénal, article 66 qui dit lorsque on juge un mineur, on posera la question suivante, a-t-il agi avec discernement ou sans discernement? Émilienne est considérée par le juge des enfants comme une vagabonde. Elle va être prise en charge dans le cadre de la protection en vagabondage. C'est-à-dire que depuis 1935, le vagabondage n'est plus un délit, mais que le juge, et le juge des enfants particulièrement à partir de 1945, peut intervenir auprès de jeunes filles qui, dit la loi, sont sans domicile et sans travail. Émilienne a un travail et un domicile.
Et pourtant, le juge des enfants va intervenir pendant de nombreuses années la concernant dans ce cadre de la protection au vagabondage. Moi, je voulais seulement qu'on soit ensemble. Le samedi 12 juillet 1952, la jeune Émilienne, 17 ans, aurait terminé sa journée de travail à l'usine Pernod à Créteil et se serait enfuie avec le dénommé Jean, 20 ans. Ses parents seraient immédiatement allés voir le juge pour déclarer sa fugue. Alors, la sortie d'Émilienne, finalement, elle peut apparaître comme une manière de découcher, très ponctuelle. Elle est amoureuse, elle a un fiancé, elle est fascinée, ils sortent en Vespa, ils vont au cinéma, ils vont à la fête foraine. Bon, ça pourrait être une évidence du point de vue social. Et d'ailleurs, ça l'est pour les garçons. C'est là qu'on a véritablement cette double morale sexuée entre ce qui est toléré pour les garçons et qui n'est pas accepté pour les filles. Mais en fait, du point de vue des parents, cela apparaît comme une fugue. Hein, c'est la manière dont ils le perçoivent, et donc ces parents sont inquiets et ont recours à l'institution judiciaire, laquelle va encore transformer finalement cet acte en le nommant vagabondage. Et à partir de là, évidemment, on entre dans un circuit judiciaire qui est proprement infernal. Les petites filles ne doivent pas être dans la rue. Hein. Et une mère de famille populaire qui se respecte, elle laisse ses garçons aller, mais elle va garder ses filles. Et elle va garder ses filles. Elle a peur aussi, la mère de famille populaire, parce que elle se dit que la petite fille peut être séduite. Là, le danger est très grand. Au fond, c'est comme une espèce de volcan qui est là, dans la rue, des laves qui coulent sous le trottoir de la rue, et il faut surtout contrôler ça. Voilà. C'est très important. Donc, je crois que l'inquiétude, l'anxiété que nourrissent les mauvaises filles, c'est qu'elles deviennent des mauvaises femmes, et que de toute façon, par leur sexualité juvénile ou plus adulte, elles perturbent la société. Qu'on soit ensemble, juste quelques jours, avant qu'on se marie. On va se marier. La réaction parentale puis institutionnelle, elle s'explique très probablement par le fait que, en découchant, Émilienne est dans une manière de subvertir la norme sexuée, là aussi, qui veut que les jeunes filles doivent préserver leur virginité jusqu'au mariage. Donc la sexualité précoce, enfin, tout est relatif, hein, parce qu'en l'occurrence elle a 17 ans, donc c'est pas si jeune que ça, mais pour l'époque ça l'est, surtout dans une sphère hors de la conjugalité. La sexualité précoce est encouragée, plutôt est valorisée du côté des garçons, là où elle est véritablement bannie pour les filles, et c'est ce qui fait véritablement le nœud du dossier d'Émilienne, hein, parce que c'est ce qui choque les conventions morales et sociales, et on le voit du côté de la réaction de ses parents, mais qui peut-être ne s'attendent pas à ce que la réaction judiciaire soit aussi sévère. D'ailleurs, c'est très impressionnant avec Émilienne, puisque non seulement elle est considérée comme une vagabonde, alors que rien dans son contexte de vie peut véritablement la qualifier au nom du droit comme vagabonde, mais en plus, elle va être remise à son mari dans le cadre de la liberté surveillée. Et c'est absolument impossible, là aussi, au titre de la loi en France dans les années 1950. Donc on voit la très grande latitude qu'ont les juges des enfants pour intervenir auprès des mineurs. Ce que on redoute, au fond, le plus dans les mauvaises filles, c'est la sexualité. On redoute la sexualité parce qu'elles peuvent séduire des hommes honnêtes, hein, et puis les entraîner dans des mauvais chemins, leur donner je ne sais quelle maladie. Et puis, si elles ne sont pas prostituées, elles sont peut-être des clandestines, ou ensuite dans des maisons de prostitution, mais il y a toujours cette idée qu'elles vont gagner leur argent, en somme, par le corps et par la sexualité. Je voulais seulement qu'on soit ensemble. Mise en observation de 3 mois, au refuge de Chevilly-la-Rue. Émilienne se retrouve à Chevilly-la-Rue. Chevilly-la-Rue, c'est un centre d'observation spécifique pour les jeunes filles. C'est tenu par des sœurs, et la mission du centre d'observation de Chevilly-la-Rue, c'est d'accueillir, sur la demande du juge des enfants, pendant 3 mois les jeunes filles pour pouvoir les observer de manière la plus scientifique possible. Il y a là un docteur, un psychiatre, le docteur Lemoyle, il y a des psychologues et il y a des sœurs monitrices qui sont là pour observer les jeunes filles au quotidien. En même temps, on sent bien que c'est une observation
observation dite scientifique, mais un peu vaine, puisqu'on est de toute façon à charge. Les jeunes filles, si elles sont placées au centre d'observation, c'est qu'elles ont quelque chose à se reprocher, et tout va être fait pour alimenter cette accusation du mauvais comportement de la jeune fille. La logique d'observation, comme son nom l'indique, consiste à scruter de la manière la plus exhaustive et la plus scrupuleuse possible ces jeunes, et en particulier les jeunes filles, et on les observe d'abord dans ce qui est le plus visible et le plus apparent, à savoir leur corps. Examen vaginal réalisé. Prélèvement vulvaire et sérologie négatif. Qu'on soit ensemble, juste quelques jours. La question du corps, de la sexualité va totalement obséder les experts du centre d'observation de Chevilly-Larue. Donc tout tourne autour du fait de savoir si la jeune fille a déjà eu des relations sexuelles ou pas, si elle a eu plusieurs relations sexuelles ou pas, si elle est prostituée, si elle va devenir prostituée. Toutes questions qui ne sont absolument pas posées à des garçons. Donc là, il y a une dimension qui est aussi genrée, parce qu'évidemment, les normes de genre exigent de ces jeunes filles qu'elles aient une attitude correspondant au code de la féminité. Donc qu'elles aient à la fois un corps respectable, un corps docile, qu'elles soient douces, qu'elles soient justement respectueuses de cette féminité telle qu'on la brandit sans cesse dans cette période-là. Et donc, en fait, ça va accentuer encore la répression de celles qui ne correspondent pas à ces exigences et à ces attentes. Donc, toute forme de rébellion sera encore moins tolérée de la part des filles que de la part des garçons. Je lis, je dessine, j'écris. La mère supérieure vient me voir souvent pour jouer aux jeux de chevaux. Les journées passent comme ça. Et en même temps, pour y être plongé énormément dans ces archives, on sent que c'est une fenêtre de liberté et que ces jeunes filles en particulier, elles sont enfermées dans une petite chambrette, 5, 6 heures, 7 heures de suite, et qu'on va leur donner un crayon, des stylos, des marqueurs, et on va leur demander de dessiner. On va leur poser des questions comme une rédaction à l'école. Qu'est-ce qui est ton plus beau souvenir? Comment tu imagines ton avenir? Et on sent véritablement, quand on lit beaucoup, à quel point elles vont se saisir de cet espace de liberté pour raconter avec leurs mots, avec leur vécu, ce qu'est leur jeunesse, ce que sont leurs rêves, ce que sont leurs souvenirs. Et je pense qu'il ne faut pas trop imaginer que c'est une parole totalement contrainte. Il y a au contraire une véritable force de sincérité dans ses écrits et dans ses dessins. Je m'appelle Émilienne, j'ai 17 ans et je voulais seulement qu'on soit ensemble.